Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 10, c'est déjà la mi-saison. Wouhou! On est en direct de la récréation, café ludique et culturel ou culturel et ludique. On est samedi après-midi à la récré live, donc il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de gens qui sont là. Si vous entendez des bruits derrière, inquiétez-vous pas, c'est juste des gens qui jouent à des jeux et qui s'amusent. Comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie du Capitaine America des jeux. Il unifie tous les groupes de jeux pour combattre les menaces extraterrestres, Jean-François. Ouais, salut Simon, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Magnifique. Et aujourd'hui... Ok, nous sommes en compagnie d'un invité absolument spécial. On reçoit l'une des figures les plus emblématiques du jeu au Québec. Tantôt tapis dans l'ombre, tantôt sous les feux des projecteurs. Notre invité a parcouru un chemin unique dans l'univers du jeu de table avant d'arriver, et oui, à notre micro aujourd'hui. Mesdames, messieurs, prenez un café, une bière, peu importe, relaxez-vous confortablement pendant que je survole les multiples personnalités de notre invité. Car oui, notre invité a plusieurs cordes à son arc. De jour, gérant d'un café ludique, la récréation. De soir, créateur de contenu, il navigue au travers des intérêts geeks les plus obscurs et ne se limite pas qu'aux jeux de société. D'ailleurs, à 19 ans à peine, il se présente comme candidat au poste de conseiller municipal, et ce par principe, afin d'éviter que Pierre Cléroux l'emporte sans opposition. Il a tout de même été chercher 22% des votes, impressionnant pour un jeune de 19 ans. Par contre, impossible de savoir c'était quoi son programme à l'époque. D'après moi, c'était quelque chose comme plus de roulement de dés dans les interactions sociales. Aujourd'hui, selon la balance politique, il est constructiviste, progressiste, internationaliste, régulationniste, réformiste et prône la justice réhabilitative. Sinon, il penche entre l'écologisme et le productivisme. Amateur de BD, de jeux de rôle, de films noirs et de politique, il se dit gothique. Mais je l'ai jamais vu manger de chauve-souris. Donc, c'est-tu gothique, ça? Bon, en tout cas, peu importe. Si on l'accueille aujourd'hui à Balado Ludique, c'est bien sûr pour sa passion du ludique, une passion qu'il a depuis toujours. Grand créateur de contenu, il est entre autres gestionnaire de la communauté Synthwave Montréal, organisateur des soirées partage des connaissances à la récré, directeur de publication de la section jeux de société sur le site jeux.ca, créateur des vidéos Ferme ta boîte, de la vidéo Ferme ta boîte, le point, tout ça en plus d'être coordonnateur de la section jeux de société du guide Protégez-vous. Chroniqueur pour les débrouillards, on peut aussi souvent entendre sa voix mélodique à CIBL, sans compter ses multiples articles éparpillés un peu partout sur le web et ses publications quotidiennes sur Facebook. Notre invité est aussi un animateur de jeux chevronné. Si vous vous êtes fait expliquer un jeu au moins une fois dans votre vie, il y a des bonnes chances que ce soit par lui. Il a animé pour Philosophia, la récré, dans les bibliothèques de Montréal, de Laval, dans les maisons des jeunes, les fêtes de quartier, les festivals, bref, partout! Ou presque. C'est un grand rassembleur qui semble vivre pour le ludique et découvrir toutes les facettes. Il organise des tournois, des initiations aux jeux de rôle, des soirées d'intrigue, des jeux d'évasion. Et désormais, célèbre Mega Game Montréal, dont il est le cofondateur. Un événement absolument unique dont on a souvent eu la chance de parler et qu'on aura certainement la chance d'en reparler, d'ailleurs probablement aujourd'hui. En plus, fondateur de Ludo Québec ainsi que le premier président de l'organisation et donc par le fait même cofondateur du Salon du jeu de Montréal. Wow! En plus, ça a l'air d'être juste une petite note de bas de page dans tout son dossier. Plus récemment, notre invité, ce grand gourou du jeu, s'est fait voir sur la place publique à cause de son affrontement / discussion avec le grand Fred Savard à propos de l'importance des jeux de société. En 2012, il avait 19 esclaves. Impossible de savoir combien il en a aujourd'hui. L'homme aux 1001 projets, Indiana Jones urbain, celui que tout le monde du jeu connaît, le seul ludologue du Québec, Monsieur Sylvain A. Trottier. Salut. Salut Sylvain, ça va? Ouais, ça va, il reste du temps à l'émission. Un petit peu, on sait qu'on a oublié plusieurs choses, mais... C'est pas pire, ça fait pas mal le tour.
Mais j'aurais de la difficulté à tous les lister comme tu l'as fait. Là. Ouais, ben en fait, c'est là qu'on voit que t'es vraiment quelqu'un d'emblématique, très diversifié dans le monde du jeu, t'as touché à beaucoup de choses, puis on est vraiment excités que tu sois là aujourd'hui. On sait qu'on n'aura pas le temps de couvrir tout, bien entendu, à cause qu'on a fait une intro qui dure 20 minutes, parce que c'est trop large comme sujet, donc on prévoit déjà un épisode 2 avec toi, donc pas trop de pression pour tout dire aujourd'hui. C'est bon, ben ça me fait plaisir d'être là, puis possiblement pour un épisode 2 si jamais vous voyez qu'il y a assez de contenu à traiter pour un deuxième. Magnifique. Ben en fait, comme à l'habitude, on va commencer par un petit tour de table là, avec un peu d'actualité ludique de notre côté. JF, peut-être tu peux introduire le bal avec un jeu que tu as joué récemment. Absolument, un jeu que j'ai joué récemment. Quand même assez une nouveauté qui s'appelle Burgle Bro. C'est un jeu coopératif dans lequel notre but ça va être de braquer une genre de banque ou un building en fait. Nous allons donc devoir rentrer dans l'immeuble. L'immeuble a 3 étages et il y a un coffre à chacun des étages. On commence au premier étage, on va devoir essayer d'ouvrir le coffre. Pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui peuvent tout de suite immédiatement monter au deuxième, essayer de préparer le terrain. Évidemment, à chaque étage, il y a des gardes qui se promènent de façon un peu aléatoire. Tu peux prévoir un petit peu comment ils se déplacent, mais il y a quand même une certaine forme d'aléatoire là-dedans. Des patrouilles. Des patrouilles, exactement. Évidemment, si tu tombes sur une tuile d'alarme, ça va changer le parcours de la patrouille qui va se diriger vers toi. Donc, tu peux presque faire déclencher des alarmes de façon stratégique dans le but de changer son parcours pour permettre à un autre joueur ou toi de passer par un autre chemin pour atteindre les cases que tu souhaites atteindre. Donc, vraiment une belle thématique. C'est un jeu vraiment, quand même assez immersif dans ses mécaniques, dans sa thématique. Chaque tuile sur laquelle tu te déplaces a un effet, a une particularité. Il y a des bonnes tuiles, il y a des moins bonnes tuiles, évidemment. Chaque joueur va aussi avoir un personnage qui va avoir un special skill, une habilité spéciale, donc qui change un peu le gameplay. Vraiment intéressant comme truc. Évidemment, donc notre but ça va être d'ouvrir le coffre à chacun des 3 étages et quand c'est fait, de monter sur le toit pour se faire récupérer par l'hélicoptère qui nous attend. C'est quand même épique. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment une belle thématique, assez originale. On est dans le action point system, là, dans le sens que tu vas faire un certain nombre d'actions parmi les suivants dans le jeu. Donc pas un système assez classique au niveau des coops, mais beaucoup aimé ça, vraiment une belle dynamique, vraiment une belle interaction entre les joueurs aussi, comment des fois c'est mieux de se séparer sur les étages parce que plus on est sur un étage, plus le garde va se déplacer. En fait, le garde de ton étage se déplace à la fin de ton tour. Donc si on est 3 sur le même étage, il se déplace 3 fois. Alors si t'es tout seul, ben, il se déplace juste une fois par tour. Donc il y a toute une dynamique d'essayer de jouer avec comment les gardes se déplacent pour les contourner, bon, ne pas se faire voir par eux. Donc, vraiment beaucoup apprécié ça. Assez original, c'est tout nouveau. La boîte est tout petite, mais compacte. Donc, c'est pas une compagnie qui vend de l'air. Vraiment, c'est très, très compact comme jeu. Donc, moi, je le recommande fortement, surtout pour les amateurs de coop et ceux qui aiment quand même une thématique assez originale. C'est quand même un peu du jamais vu, là, si on veut, dans ce genre de jeu. Donc, ça, c'est le jeu Burgle Bro. Ça fait penser un peu à V-Commando quand t'en parles. Est-ce que c'est proche? Ou... C'est assez loin. Ok. C'est assez loin. En effet, V-Commando va ressembler un petit peu plus, à mon avis, à des jeux comme Zombicide. Donc, ok. des jeux plus... C'est plus léger un peu, tu dirais. plus léger un peu. Ouais, exactement. Moins de particularités, moins de petites règles, plus accessible. Tu sais, V-Commando est plus dans la lignée de Zombicide, c'est du gamer, un peu plus avancé. Burgle Bro, bon, peut être un petit peu plus familial. Reste pas... Reste une coche au-dessus, là, c'est du familial plus, là, disons, dans d'autres termes. Magnifique. Sylvain, toi, as-tu une petite nouveauté à nous présenter? Quelque chose de spécial? Quelque chose d'unique? Ouais, c'est ça. Ben, je vous ai justement apporté une copie parce que... Oh! parce que, Il sort ça de son sac. Malheureusement, on est audio, mais... Ouais, c'est ça, on peut le montrer aux téléspectateurs. Ah ouais, c'est magnifique. J'attends le jour où vous serez à la télé puis vous aurez votre émission. Mais ouais, j'ai apporté Château Aventure. Ouh, tout droit sorti de Cannes. Ouais, effectivement. Donc j'ai eu droit à une petite copie qu'on m'a prêtée en exclu. Donc je suis bien content d'avoir pu le tester hier soir parce que je voulais pouvoir faire mon hipster ludique puis vous amener un truc vraiment tellement exclu que vous faites comme « Ah, je suis jaloux! » Ouais, non, effectivement, là, ça a l'air vraiment cool. Tu nous en parles un peu. Ouais, c'est ça un jeu de rôle? Parce que là, tout le monde dit que c'est comme un jeu de rôle. Là. Ben, en fait, ouais, on peut le rapprocher d'un jeu de rôle, mais la façon que le jeu a été pensé, réfléchi, conçu, on se rapproche beaucoup plus des point and click.
click. Là, Ok. je sais que ceux qui ont moins de 30 ans sont sûrement perdus quand je dis point and click. Si je dis Monkey Island, peut-être qu'il y en a qui vont s'y retrouver un peu plus. Mais on remonte plus loin que Monkey Island. En fait, on y va vraiment dans les jeux text-based. Je sais pas si vous avez déjà joué à Zork. Police Story. Ah, ça, j'ai pas joué par contre. Ok, ouais, mais tu sais que tu donnes l'action Larry Laser Shoes. Ouais, mais encore là, t'as des graphismes. Ok, On remonte là, c'est- vraiment au text-based. Ok. Donc, comme Zork, qui est pas mal emblématique, en fait, c'est. Pour ceux qui connaissent pas rapidement, ce genre de jeu-là, c'est du jeu où t'avais juste une interface avec du texte. Oui. Juste du texte, puis c'est une description de la salle. Par exemple, ça dit tu es dans un bureau, il y a une fenêtre et il y a un placard. Puis là, ben, toi, tu tapes sur ton clavier, genre examiner placard. Puis là, l'ordinateur, si c'est dans ses codes, il va te répondre, il va dire ben c'est un placard avec telle particularité. Puis tu as une aventure comme ça qui peut être dans n'importe quel univers. Il faut que tu tentes de t'en sortir. Parce que souvent, vu que c'est un truc par ordinateur, et que les commandes tu les connais pas tant que tu les as pas tapées, souvent tu vas taper des trucs qui fonctionneront pas. Ou tu, Oui, t'sais, absolument. Ça, c'est un peu frustrant des fois de ces jeux-là parce que t'es comme. Tu sais, des fois, c'est juste la façon dont tu vas l'écrire, là. Tu sais, un mot qui est un peu C'est différent. ça. puis, Tu sais, des fois c'est examine, des fois c'est regarder, tu sais, c'est tout bête, mais l'ordinateur va accepter un puis pas l'autre. Mais ce jeu-là, en fait, c'est ça. Il y a un joueur qui joue l'ordinateur, Ok. puis les autres joueurs, en fait, se trouvent à tour de rôle à lancer une commande. Donc vraiment, ils lancent une commande. Donc par exemple, aller salon. Puis là, l'ordinateur va dire vous allez dans le salon et il va lire un descriptif du salon. Le joueur suivant va dire ah ben observez tel truc. Puis c'est vraiment il faut qu'il dise comme des commandes. Est-ce à qu'il y a l'ordinateur. des commandes précises qui Ouais. doivent être dites? Ouais. Puis, ok. C'est ça. Fait Moi, qu'ils reprennent vraiment cet esprit-là. Là. C'est ça, moi je l'ai joué du côté de l'ordinateur, puis je faisais exprès de. J'ai pas compris ta commande. Oh! Mais c'est bien rigolo. J'ai pu faire 3 scénarios. Dans la boîte, il y a 12 scénarios différents. Donc en fait, en termes de matériel, c'est juste un. Là, il livret. ouvre la boîte, là, il ouvre la boîte. Ça s'ouvre comme un livre, pratiquement. Ouais, la boîte est vraiment petite, là, c'est la taille d'un petit livre. Là. Dans le fond, dans la boîte, la seule chose qu'il y a, c'est un gros livre. C'est ça. C'est une boîte en forme de livre qui tient un livre. Ouais, Ok, c'est vraiment juste un livre. c'est vraiment juste un livre. Au début, t'as les explications du fonctionnement qui sont assez simples en fait, avec la liste des commandes Oui. Qui normales existent, qui là, existent, ouais. mais il peut y en avoir des spéciales sur un scénario. Puis ensuite, ben, t'as un scénario qui se fait en quelques pages avec les différents lieux listés et ce qui se passe quand les joueurs annoncent telle action. Et là, ils ramassent des objets, puis là, les objets sont dans l'inventaire. Donc, si les joueurs veulent consulter leur inventaire, ils vont dire par exemple menu inventaire. Puis là, tu vas. Ça, l'ordinateur toi, tu va gardes ça en note? C'est ça. Ou, ok. C'est ça, l'ordinateur prend en note ce qui a été fait jusqu'à présent. Il y a même un système de sauvegarde. Ah Donc ouais. les joueurs vont dire sauvegarde est partie. Puis selon le scénario, ils ont un nombre de sauvegardes limité. S'ils meurent, ben ils recommencent à peuvent recommencer la sauvegarde ou recommencer au tout début. fait que Puis c'est s'ils ont vraiment utilisé un toute leur jeu. sauvegarde puis ils meurent, ben ils sont rendus comme au bout de leur possibilité. Puis un système de scoring. Donc pendant la partie, tu peux demander ton score, ça donne une idée de ta progression. Voilà. On est vraiment dans une simulation d'un jeu vidéo text-based. C'est vraiment ça. Le côté jeu de rôle, ouais, tu sais, tu le mentionnais. Effectivement, on pourrait le faire vraiment comme un jeu de rôle puis oublier l'idée de, tu sais, genre, Le vraiment, système, là, de de- vraiment nommer l'action que tu fais, tout ça, puis comme dans un jeu de rôle, dire, ben, je vais aller explorer le truc, tout ça. C'est tout à fait possible, mais je pense que l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de rester le plus proche. Il est fait comme ça, là. Il est fait t'sais, comme ça. Il est c'est fait pour ça, là. voilà. Donc, ouais, c'est en quelque sorte, ça peut être une introduction à des jeux de rôle pour ceux qui en ont jamais fait. L'idée justement d'un maître de jeu qui connaît toute l'information, puis de joueurs qui annoncent leurs actions puis qui ont les résultats. Mais il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de fiche de personnage. On est vraiment dans du très simple. Tu as une aventure à résoudre. Puis quand tu joues avec un groupe, ben, le groupe au complet joue un seul personnage qui est dans l'aventure. Comme si on jouait un bonhomme dans l'écran, puis qu'à tour de rôle, on se passait le clavier d'ordinateur pour rentrer la commande. Ok. C'est ça. Donc j'ai fait 3 scénarios, comme je disais, puis il y en a un qui est gratuit, disponible en ligne, qui s'appelle Bienvenue à Port aux Singes, donc référence à Monkey Island pour ceux qui ben pour les ouais, connaisseurs. ok. Puis il y a plein de petits clins d'œil aussi dans les différents scénarios, différents trucs de jeux vidéo, pop culture, tout ça. Et donc ça joue genre en 30 minutes le scénario d'introduction. Donc j'ai fait celui-là, puis j'en ai fait 2 autres. Un qui était Harry Potter parce que style. Harry Les Potter, gens voulaient ça. Parce que ma gang autour de la table était comme Harry Potter. Ah! Et je te dis, ça n'a pas d'allure. C'est ça qui se passe quand t'es avec des moins de 30 ans. Puis, l'autre qu'on a fait, c'est un truc vaisseau spatial. Ça s'appelle Deep Space Trap. Ok. Voilà, ils sont coincés dans un vaisseau spatial. Puis toi, t'as joué le maître de jeu de l'ordinateur à chaque fois. À chaque fois, ouais. Et C'est le fun? Ben,
Oui, mais il faut vraiment que tu aies un plaisir à narguer les joueurs. Hein. C'est tout ce que Sylvain est. En leur sortant quand ils sortent une commande puis que ça fait pas de sens ou que ça fonctionne pas, de les taquiner plutôt que juste dire ben non, ça fonctionne pas. Ouais, ok. Puis l'idée c'est d'essayer de glisser des petites informations quand ils font des essais. Pour les aider ouais, un c'est peu. ça, pour les aider. Moi j'ai trouvé ça bien rigolo, mais mon groupe de joueurs était complètement délirant. Là. Ils se disaient des conneries, tout ça. L'ambiance était bonne. Puis à mon sens, comme beaucoup de jeux où c'est pas plus narratif, c'est l'ambiance qui fait le jeu. Là. Ouais, ok, Si les gens ils vont vraiment mécanique puis ils font pas de gags puis ils font juste Ça va pas être on si le fait fun, ça, là. je pense que ça risque d'être un peu plat pour Ok. Ok, cool. Ben, en tout c'est cas, ça le dernier truc que j'ai joué. Ben, Château Aventure, en fait, c'est le buzz du moment. Tout le monde veut savoir c'est quoi, personne ne sait trop. Mais là, je pense que tu nous as bien expliqué justement comment ça s'organise et tout ça. Effectivement. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Là. En plus, le jeu, ça, il est super beau. On Là. fera une game après là. Si tu Oh veux. oui, ok, alors c'est dit. Tu dis? Yes. Et toi, Simon, as-tu joué des nouveaux trucs? Ben là, moi, en fait, j'attendais, ça fait un bout que je retiens l'information, mais dans le fond, j'attendais que Sylvain vienne à l'émission pour pouvoir en parler, mais j'ai participé à une soirée d'intrigue, le match du siècle. Donc, soirée d'intrigue, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, c'est un truc meurtre et mystère, mettons, là, pour le simplifier vraiment. Moi, j'ai toujours cru que les meurtres et mystères, c'était de la merde, en fait. J'avais une boîte dans mon sous-sol que mes parents avaient reçue en cadeau à Noël d'une soirée meurtres et mystères. Puis j'étais comme, OK, ça a l'air cool, mais là... Et en vieillissant, j'étais comme, OK, non, ça, c'est vraiment pour les matantes, sans trop être péjoratif, mais en même temps, je crois que c'était vrai. Et là, Sylvain me dit, on sait que c'est un organisateur de jeux d'expérience, me dit, il me reste une place pour une soirée d'intrigue, ça t'intéresse-tu? J'ai sauté sur l'occasion avec beaucoup d'excitation, et en fait, c'était un truc qui se passait, guerre froide, tournoi des échecs international, organisé par la Fédération des échecs d'ailleurs, un champion russe, un champion américain qui s'affrontent dans une espèce d'auberge en Suisse. Ça se passait à La Salle, dans une maison que l'organisateur Sylvain avait louée. Donc, super belle organisation. Tout le monde se pointe là, costumé, avec son scénario. Faut dire qu'on avait comme presque 10 pages de scénario et d'histoire à lire sur notre personnage avant de se rendre. Donc, il y avait beaucoup de matière à assimiler. Les joueurs qui sont là sont top. Hein, en fait, moi, j'étais un newbie, là, donc j'étais vraiment comme un débutant par rapport aux autres joueurs qui étaient très alertes, très dans leur personnage. Super belle soirée. On va le comparer surtout à un méga game parce que bon, c'est mon expérience connexe qui s'en approche le plus. Je veux pas dévaluer le méga game, mais à un certain point, je dois dire que cette expérience-là était du moins aussi excitante que celle d'un méga game. On se sentait plus libre peut-être dans qu'est-ce qu'on pouvait faire. Surtout moi, j'étais un personnage neutre en fait. Le vieux président de la fédération qui est comme il faut que la game se fasse même s'il y a quelqu'un qui est mort. C'est mon chant du cygne pour la fin de ma carrière. J'ai vraiment adoré ça. D'ailleurs, Sylvain, peut-être tu veux en parler un peu de ce scénario-là. Puis est-ce que c'était la première fois que tu le jouais? Ou... Ouais, c'est la première fois que je faisais ce scénario-là. En fait, c'est en fouillant sur Internet. Il faut connaître les bons sites, là, mais il y a des scénarios tech, si on veut. Là. Puis j'en consulte de temps à autre. Puis je suis tombé sur ce scénario-là qui m'a vraiment accroché. J'aimais cette idée dans ce scénario-là qu'il y avait vraiment deux équipes qui s'affrontaient, l'équipe russe et l'équipe américaine. Souvent, dans les soirées d'intrigue, les joueurs sont très solo. Chacun a ses petits objectifs, ses affaires à faire, puis ils savent pas trop qui truster. Là, il y a vraiment comme deux équipes, deux clans, puis je pense qu'on l'a vu pendant la soirée. C'est vraiment intéressant pour ça aussi. Ça offrait une dynamique différente. J'aimais bien le côté de faire jouer des joueurs autour d'un jeu qui est un match d'échecs. Donc là, il y a comme un côté méta que je trouvais rigolo. Puis évidemment, bon, je ne vais pas trop en divulgacher si jamais vous avez l'opportunité de l'essayer, mais disons qu'il y avait beaucoup de gens pas nets. Ah non, c'est un scénario qui est rough, hein, tu sais, comme quand t'apprends à la fin toutes les histoires, le backstory des personnages, t'es comme, ok, il y a des gens qui ont eu des vies difficiles, puis no shit, que la fille qui est à côté de toi qui finit pas son assiette, elle t'envoie chier. En tout cas, ouais, non, c'est ça, En fait, si on veut entrer un peu plus dans le détail,
Ouais, soirée d'intrigue, je sais pas si tu veux aller là ou. Ben, tu sais, on peut y aller un petit peu, là. Je pense qu'on a un peu de temps pour développer là-dessus. C'est tellement intéressant comme truc. C'est ça, ouais. Les soirées d'intrigue, en fait, le terme soirée d'intrigue, c'est entre guillemets moi qui l'ai créé. Là. Ouais, parce que si vous tapez soirée d'intrigue, vous allez pas le trouver sur Internet. Exactement. C'est une espèce de petit twist que j'ai fait comme ça évite que les joueurs trouvent les scénarios et qu'ils se divulgachent avant la partie. En fait, les meurtres et mystères, pour ceux qui ont joué, tu fais juste lire un texte pendant la soirée, qui sont genre pose une question, quand on pose ta question, tu réponds. Dans le fond, c'est comme une espèce de livre interactif, entre guillemets. De pièces de théâtre. Pièces de théâtre, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu n'as rien à faire, tu restes assis à table, tu manges un souper. C'est plus un petit truc pour agrémenter un souper plus que vraiment une activité immersive. Ça, j'en avais déjà joué comme au secondaire et tout, je trouvais ça rigolo. Puis quand j'ai découvert justement ce type d'événement-là, genre fin secondaire, début cégep, j'ai commencé à en organiser à partir de ce moment-là. Donc depuis, j'en fais sur une base variable. Je dois avouer que j'ai arrêté d'en faire lorsque je me suis lancé sur les Mega Games. Tu fais le parallèle, puis effectivement, moi aussi, je le vois tout à fait. Il y a vraiment des ressemblances là, entre les deux. Là. Ben, c'est un jeu immersif. Tu incarnes un personnage, puis tout le monde a des objectifs particuliers. La différence dans le Mega Game, c'est que c'est vraiment plus un esprit par équipe. Ouais, alors que dans une soirée d'intrigue, chacun est personnalisé avec son background personnel, avec ses relations avec chacun des personnages, alors que dans un Mega Game, c'est plus comme ce groupe-là avec ses relations. Ouais, puis tes rôles, peut-être, en tout cas dans le Mega Game, du moins celui Nous ne sommes pas seuls, là, les rôles de chaque personne sont très clairs, alors que j'ai trouvé dans une soirée d'intrigue, il y a beaucoup de choses, mais t'es pas sûr que tu vas pouvoir faire tout. Fait que c'est très freestyle à la. Tu sais, tu décides un peu, à emmener, tu me disais, il y a une bibliothèque, tu peux y aller, tu sais, juste pour chiller là, puis il y a des livres à lire, puis il y a des choses, mais tu peux faire un peu de n'importe quoi, c'est très simulation, si on veut, puis comme t'es très libre dans qu'est-ce que tu vas décider de faire, puis avec qui tu vas parler, puis comme comment tu vas... C'est moins scripté, j'imagine, que une soirée meurtre et mystère où tout est écrit. Ah, ben ça c'est vraiment moins scripté. Ouais, c'est ça. En fait, la soirée d'intrigue, il y a vraiment une histoire, un scénario, une base qui est construite, puis des événements prévus dans la soirée, entre guillemets. Puis, en fait, pour moi, c'est ça qui est drôle, c'est que je travaille dans le fond sur le scénario à l'avance, puis le soir même, je fais juste regarder le show, entre guillemets. Je sais pas nécessairement comment ça va. Je sais pas comment ça va venir. Je sais qu'il y a des avenues, je sais qu'il y a certaines choses qui vont sortir, mais comme les personnages commencent entre guillemets à égalité, il y a peut-être un événement qui va prendre le dessus sur d'autres, c'est ça qui va devenir plus le centre de l'attention pendant un moment. Et c'est de voir comment ça va se résoudre. Moi, je sais que à tel moment, il y a tel truc qu'il faut qu'il se passe pour qu'on puisse continuer la soirée. Progresser. C'est ça, exactement. Alors, puis c'est vraiment très, très scénarisé du côté où il y a vraiment beaucoup de contenu sur lequel les joueurs peuvent se baser, se nourrir pour faire avancer l'histoire. Alors que le Mega Game, en fait, il n'y a pas de scénario, il y a juste la motivation des extraterrestres qui change. Puis encore, les extraterrestres peuvent le faire comme ils veulent. Ils ont des grands paramètres. On est beaucoup plus dans des mécaniques de jeu, alors que la soirée d'intrigue, il n'y a pas de mécanique de jeu. Il peut y en avoir dans certaines avec des points d'action, mais moi, je préfère le côté vraiment comme freestyle. Si tu veux faire un truc, fais-le, puis voilà. Donc, je préfère avoir des maisons qui sont assez grandes. On avait loué une grosse maison pour pouvoir fouiller dans les pièces et tout ça, plutôt que faire comme, si tu veux fouiller une pièce, viens me voir, puis je vais te dire ce que tu trouves dans la pièce. Là, t'allais fouiller pour de vrai, puis comme, tu pouvais te rentrer dans une chambre si t'avais la clé seulement, mais tu pouvais voler la clé du monde. Puis là, c'est... En fait, moi, j'ai capoté pour de vrai, là, puis j'espère que c'est si je peux le dire comme ça, un produit que tu vas rajouter dans ton portfolio, parce que le Mega Game, c'est quelque chose que tu refais sur une base régulière, mais je vois pas pourquoi ce scénario-là, en particulier, pourrait pas être de la même chose, organisé à une certaine fréquence, puis les gens viennent pour le faire. Ouais, c'est que... Je l'ai déjà fait de façon professionnelle dans la récré. Oui. Donc c'était super pratique parce que c'était avant que la récréation soit transformée. On pouvait vraiment fermer la place pendant 3 jours, on décorait, puis on faisait comme 3 soirées avec 3 groupes différents. Donc c'est la même soirée 3 fois de suite, mais tu t'inscrivais à la soirée de ton choix. Ça, c'est intéressant. Si jamais il y en a qui sont curieux, il y a des photos sur la page Facebook de la récré si vous voulez aller voir les différents thèmes qu'on a fait. Donc ça c'était bien le fun, sauf que la rentabilité d'une soirée comme ça est très difficile à atteindre. Aller chercher. C'est ça exactement. Le Mega Game, c'est une autre dynamique en termes d'organisation. C'est plus compliqué à organiser, mais je trouve ça plus facile à mettre en place. Je sais pas comment le dire. Parce que pour les joueurs,
pour avoir fait des soirées d'intrigue, pour les joueurs, il y a beaucoup plus d'implications au niveau individuel. S'il y a un joueur qui a mal compris ses trucs, qui est perdu, c'est très difficile après ça, même si je suis là pour essayer de relancer l'action et tout, c'est plus difficile que le truc se passe bien pour tout le monde. Alors qu'un méga game, s'il y a un joueur qui est perdu, ça va rien changer. C'est pas dramatique, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus d'implication la soirée d'intrigue et beaucoup plus de risques que ça se passe moins bien, ce que je trouve un peu dommage. Donc c'est pour ça que pour le moment, je le fais plus au niveau privé et je le fais pas avec des groupes que je connais comme personne. Tu le fais avec des gens que tu connais, c'est sur invitation, des gens qui ont déjà fait. Parce que j'ai trouvé le niveau de difficulté de la soirée d'intrigue était beaucoup plus élevé que le méga game. Dans le sens, le méga game, tu lis une page, t'es comme tu te pointes là, puis tu suis un peu le flow des événements, alors que là, t'avais 10 pages à savoir. C'est ça, il y a beaucoup plus d'implication. T'as des rapports avec chaque personnage, il y a comme 12 personnages, faut que tu connaisses tout le monde, là t'es comme, en plus c'est des noms russes, là t'es comme, ok lui c'est qui, puis là t'es plus sûr, fait que tu vois que la qualité des joueurs est vraiment importante dedans, et le côté peut-être roleplay aussi est un peu plus grand que dans la soirée, dans les méga games là. Mais super expérience, en fait je conseille à tout le monde là, si on a la chance d'essayer ça au moins une fois. GF d'ailleurs, on est en train d'organiser un truc spécial, là. Sylvain va nous en préparer une custom là. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être le tournoi de ricochet robot de balado ludique dans une soirée d'intrigue. Ça c'est pas dit que j'en ferais pas grand public, mais pour le moment c'est pas dans les plans. Mais c'est vrai que c'est moins grand public un peu là. Mais c'est drôle parce que c'est plus facile d'avoir du public pour ça. Je sais pas comment l'expliquer en tout cas, bref. Ben c'est sûr que la place à choisir elle est beaucoup moins grande, ça te prend moins de gens, puis c'est des gens souvent qui sont déjà dans le monde du jeu de rôle, puis qui sont dans tout ça. Mais je pense qu'on a comme déjà entamé la portion entrevue alors qu'on parlait de l'actualité, mais on va y aller peut-être avec une première question qui nous met dedans. Là, mais oui, mais c'est parce que dans le fond, on t'a présenté comme un ludologue. Ah oui. Tantôt. Le seul ludologue, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être un ludologue dans la vie? Là? C'est quoi être un ludologue? Ok. En fait, il faut que je raconte pourquoi on me surnomme le ludologue. Je pense que ça va permettre de mettre les choses en perspective. Donc, en fait, j'ai commencé il y a peut-être 2 ans. J'en avais déjà fait, mais j'ai commencé à faire des chroniques radio. Tu l'as mentionné dans l'intro. Mélodieuse voix. C'est ça, ma mélodieuse, ma sensuelle voix et tout. Des petites chroniques de jeux de société. Donc, une fois ou 2 semaines, je présentais comme 2 jeux de société à la radio. Et l'animatrice me disait, Sylvain, comment on te présente? Ok, ouais. C'est quoi ton titre? Là, moi, je suis travailleur autonome, c'est ça mon statut officiel. J'ai pas vraiment de titre. Habituellement, quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je me mets à lister comme tout ce que je fais pour donner une idée. Parce qu'il y a comme pas vraiment personne qui fait ce que je fais. Le seul ludologue! Et donc, ce que j'ai fait, c'est que sur Facebook, j'ai sondé mon réseau. J'ai dit, tu sais, si vous deviez me donner un titre, vous me donneriez quoi? Puis là, il y a comme plein de propositions qui sont sorties. Puis celui qui est ressorti le plus souvent, c'est ludologue. T'en as-tu une ou 2 autres que t'aurais en tête? Ça remonte un petit bout de temps, donc je me souviens plus. Il y avait des trucs plus spécialistes de jeux ou... je me rappelle plus. Non, c'est bon, je voulais pas te poser de questions. Il devait en avoir des bonnes en plus. Ouais, c'est clair. Si je remonte dans mon historique Facebook, je pourrais te ressortir. Épisode 2, c'est pour ça qu'on fait 2 épisodes. Je prends des retours. Je prends des notes, puis pour la prochaine, faut me prévenir quand on fait des trucs dans Puis, donc c'est ça. Puis c'est celui qui a été le plus publicité. Mais en fait, je dis ludologue, consultant jeux événementiels. C'est un peu ça. Même si je fais des trucs médiatiques qui sont ni événementiels ni jeux. C'est un peu le titre qui a été donné. Puis j'ai donné ça, puis elle a aimé ça. Puis ça a commencé de même. Puis les gens ont commencé à m'appeler ludologue comme ça. Et en début d'année, parce que je commence à devenir de plus en plus sérieux dans ta carrière. Dans ma carrière. J'ai enregistré auprès du registre des entreprises différents noms et j'ai enregistré ludologue dans le lot. Donc, voilà. Et dans le fond, ludologue, si vous faites un petit découpage étymologique de la chose, ben ludo, ludos, jeu, puis log, savoir, connaissance, donc professeur, donc dans le fond spécialiste de jeu, voilà. Consultant. Ouais, c'est ça, exactement. Ludique. C'est ça. Voilà, donc je sais pas si ça répond exactement à ta question, parce que j'ai plus fait un historique qu'autre chose, mais voilà. Ben non, ça donne une bonne idée du genre, puis
C'est-tu payant, ça, être ludologue dans la vie? T'as l'air de faire beaucoup d'affaires. Justement, je fais beaucoup d'affaires parce que c'est pas payant. En fait, à mon avis, si c'était payant, il y en aurait plus des comme moi. Le seul! Ouais, c'est ça. Ben, en soi, j'arrive par l'accumulation des différents trucs que je fais à amasser assez d'argent pour nourrir mon chat. Donc, tout va bien. Ah, ben c'est pas payé. Pour moi, c'est si déjà on bon. arrive à nourrir le chat, ça va, parce que le chat, il la me fait base. savoir quand il mange pas. Il commence à te croquer le bout des doigts. Là. C'est ça, Je vois justement qu'il te manque comme des bouts Ouais, d'orteils. c'est ça, exactement. Il t'engueule aussi pendant la nuit. Non? mais blague à part, oui, je fais plein de contrats. C'est plein de petits contrats à gauche à droite qui accumulent ensemble. Mais personnellement, je suis pas quelqu'un de stressé avec l'argent. Puis j'ai pas pour objectif de devenir multimillionnaire parce que si c'était le cas, je serais pas dans le monde du jeu. Ouais. Mais tu peux vivre de ça, Ouais, puis c'est ça. J'arrive à être un vivre. travailleur autonome dans le monde du jeu, diversifier un peu tes services, puis faire un peu de tout. C'est ça. Ça doit être le fun quand même de faire quelque chose de différent à chaque semaine. Ouais, Ou, ça c'est clair là, en fait pour moi, comme je dis, vu que je suis pas stressé avec l'argent, je me fais confiance de réussir toujours à trouver ce qu'il me faut pour pouvoir vivre là. Donc Ouais. Mais t'habites coin Sainte-Catherine, Frontenac, je pense. Ça, Ouais, c'est s'il ça. te manque d'argent, de toute façon. ouais, c'est ça. Non. Non, je suis dans le schlag. Ouais, c'est ça. Il y a toujours moyen Ouais, de c'est ça. faire quelque chose. Mais non, je suis pas quelqu'un de dépensier aussi. Puis, en fait, j'ai déjà fait du travail de bureau. Puis, pour moi, il faut que je me fasse du fun. Puis, me faire du fun, c'est dans les différentes choses que j'entreprends. Puis, il s'avère que pour les choses que j'entreprends, il y a du monde qui me paye. Donc, c'est cool. Donc, on me paye à aller expliquer des jeux. Donc, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Le monde qui joue sont contents. Puis, au final, j'arrive à en vivre. Là, donc, voilà. C'est pas payant, mais ça permet de vivre décemment. Ouais, ok. Ben en fait, t'as un peu répondu à la prochaine Ah, question bon, ben, c'est quoi ta dans le prochaine même. Ben question, c'est quand un même? peu, tu sais, qu'est-ce qui te. Tu sais, je me doute bien de la réponse, mais bon, on va quand Vas-y, même la vas-y. formuler. Qu'est-ce qui te motive justement dans ce choix-là d'être travailleur autonome dans le monde du jeu, d'aller chercher tes contrats à gauche, à droite? Est-ce que c'est le fait de vouloir toucher à des choses différentes, le fait de vouloir rester indépendant? C'est un peu toutes sortes de raisons, parmi celles que tu as mentionnées. Ben, la première, c'est que je peux me lever à l'heure que je veux. J'ai pas de réveil matin. En plus, on sait que t'es un gars qui se couche tard, non? Ouais, moi je suis un nocturne. Mais Un non, mais. gothique. Exactement. Là, c'est le jour, là, je me sens pas bien. Ouais, je vois ça, ta peau est tout blanche, Ouais, c'est puis tu ça. commences à. Il y a comme de la fumée qui sort de toi, ou des espèces de brillants, tout dépendant dans quel. Non, pas les brillants, non. Ok, dans quel fandom on Ouais, se c'est trouve. ça, là. exactement. Surtout pas les brillants, s'il te plaît. Mais c'est ça, donc j'arrive à pouvoir avoir l'horaire que je veux, puis ça pour moi j'ai gagné la vie avec ça. Là. Ouais, ok. Le fait de pouvoir comme ben là j'ai envie de travailler même s'il est rendu minuit, je peux travailler parce que j'ai envie. Aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, ben je travaille pas. Et ça, pour moi, c'est une liberté que j'aurais énormément de difficulté à laisser tomber. Pour avoir fait du bureau 8 à 4, 9 à 5, whatever, je trouvais ça très, très épuisant. Et je me rendais compte, en fait, moi et aussi plein d'autres mondes, lorsqu'on travaille au bureau, en fait, on travaille pas toutes les heures qu'on est là. Ouais. Il y a beaucoup de niaisages, de discussions, puis des trucs comme ça, ce qui est correct, mais en soi, genre, pourquoi pas se lever plus tard? Pourquoi se torturer le matin? Genre, les gens qui font le trafic tous les matins, je les comprends pas. Là. Ah ouais, mais ça, c'est une passion, je pense, à un certain point. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un plaisir à aller se mettre dans le trafic. Mais c'est ça, donc il y a de la liberté d'horaire qui est un gros point super important pour moi. Puis ensuite, ben, par rapport aux contrats, il faut que les contrats soient le fun. Puis en fait, tu dis je vais chercher des contrats, mais c'est pas vrai tant que ça. Il y a deux façons en fait que les contrats se font. Le premier, c'est on vient me chercher. Ok, donc tu vas plus te faire trouver que tu vas aller trouver pour des Ouais, contrats. le bouche à oreille fait énormément de travail. Ok. Puis l'autre affaire, ben, c'est que je fais mes propres trucs. Donc j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire un méga game, ben, je Ouais. vais le faire. Ça, je vais pas faire vraiment d'argent avec ça, mais j'ai envie de le faire, j'ai la liberté de le faire, je peux le faire. Tu te le permets, C'est puis. ça. Voilà, je le fais parce que je trouve ça le fun. Puis au passage, ben, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont du fun à y participer, donc c'est cool. Ah ouais, absolument. Absolument. Ben, on sait que tu fais énormément de choses dans le domaine ludique, donc énormément d'activités comme le Mega Game entre autres. Mais au final, le mot qui revient quand on pense à ce que tu as accompli, c'est
expérience. Avec les soirées d'intrigue, les initiations de jeux de rôle, les méga games. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'attire dans ça, dans ce type de jeu très axé expérience et immersif? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait... C'est un délire! Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis un rôliste, dans les guillemets, avant d'être un joueur de jeux de société. Même si, bon, quand j'étais plus petit, je jouais à des jeux de société, je jouais à Monopoly, et ces trucs-là. On sait que c'est des roleplays de toute façon, Ouais, ça, non, non? c'est ça. En fait, on va y aller tout de suite. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a mentionné quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, que je me réapproprie maintenant, c'est que tous les jeux de société sont des wannabe jeux de rôle. Ah oui, bien dit. Non, absolument, c'est très bien dit, puis je le pense aussi vraiment. Ouais. Les jeux de société te vendent une expérience de jeu particulière, surtout quand tu regardes dans la boîte, souvent c'est le thème qu'ils vont t'envoyer. C'est vrai. Soyez un pirate C'est ça, dans les exactement. Caraïbes, combattez, Puis après ça, tu ouvres la boîte, puis tu roules roules un des dé. Mais c'est ça. Donc, moi, en fait, rapidement, j'ai commencé le jeu moderne en faisant une transition d'abord de les livres dont vous êtes le héros, Oui, ok. assez jeune, genre 8. Loup solitaire. Ouais, Loup solitaire. Moi, j'ai beaucoup aimé les doubles jeux. Je sais pas si vous avez joué à ça. C'est une des collections. Ok. C'était vraiment malade parce que tu joues à 2 livres. Puis tu joues à 2 joueurs. Puis à chaque paragraphe, t'annonces le paragraphe où tu vas. Puis à un certain moment, il y a une petite matrice. Puis si j'ai annoncé le paragraphe, toi t'as annoncé le paragraphe, on il voit un arrive autre quelque chose de paragraphe. Puis on se rend compte. Puis on voit les scènes selon notre point de vue. Donc tu lis ton descriptif de la scène selon le point de vue de ton personnage. C'est un genre de MMO, là, mais en livre. Genre, c'était capoté ça. Je trouvais ça comme wow, Double c'est jeu. comme- Wow, ok, nice. Donc c'est ça, mais sinon, c'était des livres dont vous êtes le héros, c'était une collection. Je pense qu'il y a genre 6 livres, Ok. 3 Concept assez ambitieux. Ouais, non, ça c'est assez fou ça. Donc c'est ça, puis après ça, le jeu de rôle m'est arrivé comme ça, là, des amis qui m'ont proposé. Puis j'ai commencé à faire du jeu de rôle beaucoup. Je jouais aussi un peu à Magic. Sans être un gars de compétition ou quoi que ce soit, c'est plus, en fait, j'avais transformé mon Magic en jeu de société. J'avais acheté plein de cartes, puis mes amis en avaient pas, donc j'ai fait plein de decks qui étaient poches, mais qui étaient tout équivalents, puis on jouait entre nous autres. Ouais, Je faisais pas de compétition. Third tier Magic player. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu de rôle, quand je le jouais, c'était très prenant en termes de temps puis d'investissement. Et fin secondaire, début cégep, j'ai commencé à découvrir les jeux de société modernes. Là. Il y avait genre les aventures du rail, tout ça qui arrivait. Ouais. Moi, la transition s'est faite avec Munchkin. Qui est comme à qui fit mi-chemin. bien en plus Ouais, hein, c'est dans ça, le exactement. background. Que je ne joue plus aujourd'hui. Non, c'est un jeu terrible. Ouais. Brûlez vos copies! En fait, lisez les cartes, rigolez un peu, puis après ça... Brûlez vos copies! Puis après ça, j'ai joué à Horror Arkham, qui pour moi était une espèce de synthèse de... ça- C'est un côté jeu de rôle, genre Cthulhu. Je lisais beaucoup de littérature Lovecraft avant. fait que c'était comme- Donc ça faisait comme... Puis un jeu coopératif en plus, où on joue ensemble, là, c'était comme, oh my god, là, il se passe quelque chose. Mais Arkham, ça rentre vraiment dans cette catégorie-là. À cette époque-là, surtout, c'était comme un peu unique en son genre. Un gros jeu immersif, coopératif. Ouais, non, je vois bien, tu pars d'où pour arriver C'est là? ça. C'est un univers auquel j'étais déjà... Attaché. ça, qui m'était familier. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a plus déboulé. J'ai un de mes amis qui s'appelle Antoutran, un de mes super amis qui lui était déjà dans les jeux de société pas mal, puis il m'a fait découvrir. Puis j'ai vraiment shifté vers le jeu de société à ce moment-là parce que c'était beaucoup plus facile d'organiser des games, c'était beaucoup plus facile. T'sais, on se fait une soirée, peu importe le nombre qu'on est, on va forcément avoir un jeu, alors que du jeu de rôle, c'est beaucoup plus comme tout le temps les on fait une mêmes. séance, exactement. Puis là, j'ai commencé à faire des soirées de jeux de société chez ma copine à l'époque, dans le sous-sol de chez ses parents. Puis, puis c'était une gaming zone, là. On avait une console de jeux vidéo, puis on jouait à des jeux de société. J'ai commencé à me faire une collection. Puis, Ça devait sentir le sébum, hein? Ah, je sais pas. alors, on était au cégep, là. Ok, secondaire 3, ça c'est le sébum. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'était plus le jeu de rôle. Là. Ouais, ok. C'est ça. Puis là, maintenant, je dis ça, mais parallèlement à ça, on organisait des GN en forêt au secondaire. Ouais, ok. Tu sais, déguisé en trucs médiéval fantastiques, ça se tapait dessus avec des épées en mousse, là. Puis, Mais d'ailleurs, le méga game, on s'entend, c'est un GN politique, si on C'est veut. ça. Donc, il n'y a pas d'épée en mousse, il n'y a rien, mais c'est toutes les mêmes. C'est le même esprit. Hein. Ça va peut-être aller chercher un public un peu différent, mais c'est le même concept, mais pour un public différent. Là. c'est ça. C'est un peu l'idée, en fait, que le joueur est le pion.
Exact. Non, c'est ça. Je sais que toi, t'es un genre de marionnettiste qui ne joue jamais. J'ai jamais vu Sylvain jouer à un jeu, mais je l'ai vu être GM, expliquer Ouais, des c'est jeux, ça. Juste- être un genre de maître de l'ombre. C'est ça, tu sais, quand tu le vois se pointer, genre dans ta room dans un méga game, tu sais que c'est massif ce qui se passe. Ouais, il se tu passe sais. quelque chose de Tu spécial. sais que c'est sérieux, là. tu Ouais, sais. je sais, vous me spottez maintenant. Ouais, on le sait, là. Ouais, la dernière game qu'on a faite, là, je suis passé, puis là, t'as fait, oh, il se passe quelque chose. Ouais, comme C'est shit, Sylvain dans le centre de l'action. Qui Il ramasse- joue jamais. Ils ramassent les GM, ils font un meeting privé, je suis oh tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu méta, ça. Penser sur comment les maîtres de jeu gèrent le truc pour savoir ce qui se Pourquoi passe. jouer à ça sans être méta, là? Ouais, non, je sais. Mais voilà, je sais pas trop où on en est rendu avec ça. Je sais pas si je réponds à ta question. Je sais pas si je continue. Non, dans pas mon du tout, historique. continue. On est loin de la réponse, là. On veut savoir qu'est-ce qui t'amène à De toute créer façon, il des y a- expériences de De jeu. toute façon, il y a un deuxième épisode qui s'en vient, donc peut-être même 3 là. Non, blague à part. Donc c'est ça, donc parallèlement à ça, les jeux de société, puis j'ai découvert les soirées d'intérêt à ce moment-là, puis je voyais comme une façon de faire comme du jeu de rôle, mais différent, le temps d'une soirée. Un peu plus accessible, C'est ça, peut-être. plus accessible d'une certaine façon, même si c'est pas si accessible que ça. Puis, parallèlement à ça, je suis allé faire des études en communication. Bon, j'ai fait des études en Sciences Po aussi, mais tu l'as mentionné, là, j'ai été candidat, mais Ah ça, c'est un ouais, autre type de 22% des votes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'était un jeu, non? 22% des votes, sans budget. Ouais, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais on t'organise un pool de politique. Je sais pas si tu fais ça à chaque fois, mais un Oui, pool quand il y a des politique, donc élections. les gens vont voter pour les comtés, ils pensent. Donc, comme le hockey, mais là, pour la politique. J'avais participé d'ailleurs, j'avais trouvé ça très cool. Ouais, Le ludique, hein, quand ça te Ludifié. prend, t'es là partout. Le gars, il a plus respect pour rien, il ludifie tout, en fait. je ludifie mon déjeuner le matin. Ok, là, ça me donne 2 points. Ouais, c'est ça. Ok, je roule mon dé. Ok, si j'ai plus que 20, je mange du bacon. Ouais, sinon, c'est ça. non. Rencontre aléatoire de fruits pourris, tu sais. Mais on dévie. Où est-ce que je m'en étais? Oui, c'est ça. Donc carrément ça, j'ai fait des études ensuite en communication et plus spécifiquement en stratégie de production culturelle et médiatique. Ce qui rentre très bien dans l'organisation d'événements comme un méga game ou des soirées d'intrigue. là. Stratprod pour les connaisseurs. Là. Ouais, on se connaît en genre de Stratprod. Nope. Ouais, non, mais on est l'élite des communications, tu sais. Mais blague à part, il faut du super cotard pour rentrer là-dedans et tout. Non. Mais blague à part, c'est un programme qui a été créé pour dans le fond, faire des gestionnaires de la culture. Donc, la formation que j'ai faite, c'est une formation en 3 ans. Il y a une partie de la formation, c'est en gestion. Donc, on avait des cours de gestion de budget, comptabilité, de gestion des ressources humaines, des droits d'auteur, ce genre de trucs-là vraiment très sérieux, entre guillemets. Et de l'autre côté, on allait voir des shows, on avait l'histoire des médias, on commentait des films. Donc, c'est une espèce de truc comme hybride. L'idée, c'est vraiment, c'est ça, de faire des gestionnaires de la culture. Puis, lorsqu'est arrivé le moment de trouver un stage, on rencontrait le prof un à un, puis on disait moi je veux aller dans telle branche, moi je veux faire, je sais pas moi, cinéma, puis là, le prof allait avec ses contacts et tout ça. Puis moi je suis arrivé, puis là, j'ai dit moi j'aimerais ça faire ça dans le jeu. Oh. Là la prof elle m'a regardé, elle a fait elle est partie à rire, genre, puis comment tu vas faire? Là, je vais me débrouiller. Donc j'ai contacté à peu près tous les éditeurs distributeurs qu'il y avait dans la région de Montréal, puis j'ai eu la chance d'avoir un retour de la part de Philosophia. Oui. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais que À l'époque. tout le monde connaît sûrement pour avoir fait la version française de Catan, Pandémie Absolument. et de nombreux autres titres. Gros morceau dans l'univers du jeu au Québec. C'est ça. Et ça tombait en fait au bon moment parce qu'ils cherchaient quelqu'un en communication à ce moment-là. Ah, bon. Donc je suis allé faire un stage chez eux. C'était un stage, ils m'ont même fait un truc un peu particulier. 2 jours stagiaires, 3 jours employés. Ah, ok, Parce qu'ils c'est voulaient quand même vraiment comme avoir comme tout l'été avec moi. J'ai développé un truc qui s'appelait... c'était un peu particulier parce que je suis arrivé aux communications, il y avait comme pas grand chose qui existait. Donc c'était les réseaux sociaux qui commençaient à ce moment-là. Donc j'ai commencé à apprendre c'était quoi Facebook vraiment. Tu sais, j'utilisais comme ça, mais vraiment comme professionnellement. Puis commencé à faire la tournée de différents lieux avec un affaire qui s'appelait la caravane ludique. Donc on s'allait dans des festivals, dans des campings, des trucs comme ça. Puis je suis resté là dans le fond le temps de mon stage. Après ça, je suis parti en France finir mes études. J'ai fait un autre stage dans un festival BD parce que j'aime la BD aussi, on le mentionne au passage. Ça a été dit d'ailleurs hein, dans ton intro. Ah, ça se peut, il y avait tellement d'informations. Tu sais. Même lui, il s'en rappelle. C'est ça, c'est ça. Faut que je l'écoute plusieurs fois. Tu sais. Ouais, tu l'écouteras en boucle, on t'enverra ça. Tu mettras ça comme sonnerie de téléphone. Surtout dans des lieux publics, là, tu sais, Ben je oui, te laisse ça, aller. c'est bon. C'est moi, tu sais, c'est moi. Ça, c'est moi.
Puis je suis allé animer pour Philosophia au Monde du Jeu, qui est un festival de jeux à Paris, parce que j'étais en France. Ce qui m'a donné justement l'idée de faire le salon du jeu de société à ce moment-là. Ah, ok. Tu vois, tout est dans tout. Ah ouais, non, tout est lié, hein, c'est fou. Puis quand j'ai fini mes études en France, j'avais terminé mon diplôme, Philosophia m'a repris comme employé, puis j'ai commencé vraiment professionnellement dans le monde du jeu à ce moment-là. Donc ça fait depuis, dans le fond, 2009 que je travaille dans le monde du jeu. Puis après ça, je suis resté un an chez Philosophia. J'ai commencé à la récréation, puis là, tout s'est mis à débouler. Là. Ah ouais, ok, ben C'est ça. Mais pourquoi les jeux d'expérience? C'était ça oui, ta question au début. t'es meilleur que nous, hein, tu t'en rappelles. On avait perdu du temps. J'aime bien faire des apartés dans les apartés. Parenthèse dans parenthèse dans parenthèse. Donc, les jeux d'expérience. Pourquoi les jeux d'expérience? Comme je l'ai mentionné rapidement, tout jeu de société est un jeu de rôle c'est un wannabe jeu de rôle. Puis pour moi, en fait, l'important, parce que j'organisais des événements avant, des événements comme des fêtes ou des trucs Des comme festivals, ça, des soirées de J'ai jeux. fait un peu de sortes d'affaires, pas forcément de jeux, mais ça peut être des soirées comme des gros parties à plein de monde. Des soirées de sadomasochisme? Ça, on en discutera à l'épisode 2. Ok, parfait. Puis en fait, je me suis rendu compte quand, peu importe ce que je fais comme activité, comme truc, le but c'est que le monde ait du fun, que je me fasse du fun, mais qu'est-ce qui te reste d'une soirée? C'est l'expérience que tu as acquis, c'est le souvenir que tu en as. Oui. Et donc pour moi, le plus important, c'est le souvenir que les gens gardent de l'événement qu'ils ont fait. Puis c'est ça que je trouve trippant avec les jeux d'expérience, c'est que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions. Tu peux en parler pendant des mois d'un ça. méga game, là. C'est ça, tu sais, tout ce qui s'est passé, toutes les interactions qu'ils ont eues, puis tu sais, genre le bagage, tout ce que ça t'a apporté, puis le partage après, en fait, est plus le fun que le jeu en soi, à mon avis. Une soirée d'intrigue, c'est très stressant quand tu le joues, t'es dedans, puis c'est une fois que le débriefing, le moment où on s'assoit, puis on raconte, moi j'avais tel secret, tel truc, puis là tu fais Quoi, toi, c'était ça, puis là... Le moment de la révélation et du partage est pour moi le bout le plus important de l'expérience du jeu. Pendant le jeu, t'es tellement dedans, si tu t'embarques, que t'as pas trop le temps d'en profiter. C'est le après, tu sais. Si tu t'arrêtes un instant pendant la soirée pour dire « Hey, c'est cool, tu sais, je suis en train de faire ça, t'es en train de manquer ce qui se passe, donc t'as pas le temps de... » Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on en a tiré, puis qu'est-ce qui reste avec nous par la suite. En fait, je dois te dire, premièrement, félicitations parce que tu as répondu à la question et c'était une réponse magnifique, en fait. Il a réussi là, à rapper, à donner une vraie réponse qui fait du sens puis qui est une réponse à une question qu'on s'attendait à ce que tu puisses pas répondre. Parce que c'est un peu une question vague, tu sais. C'était la question piège, il y en a encore d'autres comme ça. Il en reste, mais Il là... en reste plein, mais on a plus le temps. Le temps file, on passe directement à la suite. On est déjà comme à 55 minutes. Ouais, ça passe très vite. On peut peut-être y aller juste avec celle que tu as identifiée, peut-être? Ben écoute, on parle... Vas-y en rafale, puis je vais essayer d'être... On y va en rafale. Non, mais on parle beaucoup du méga game depuis tantôt. On l'a pas vraiment introduit, nous, on en a parlé un petit peu dans les derniers épisodes. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu juste nous décrire un petit peu là, ce type d'événement-là et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un méga game? Un méga game, ouais. Un méga game, en fait, c'est un type de jeu, comme ça dit méga, qui est à grand déploiement. C'est un jeu de type GN, grandeur nature, mais qui a la particularité de vraiment intégrer des mécaniques de jeu de société. Donc généralement, quand je le décris, je dis c'est un jeu à la croisée entre un jeu de rôle grandeur nature, un jeu de société démesuré et une simulation géopolitique. Et donc, en fait, les joueurs peuvent entrer dans toutes sortes d'univers. Le méga game que je fais, celui que j'organise, c'est Nous ne sommes pas seuls, qui s'appelle Watch the Skies, pour ceux qui veulent faire des recherches internet. Spoiler l'histoire, peut-être. Il n'y a pas de spoil. Il n'y a pas de spoil. C'est génial. Il est vraiment bien fait pour ça. Tu peux rejouer comme un jeu de société, c'est ça la particularité. Tu peux y rejouer plusieurs fois, puis à part avoir acquis l'expérience d'avoir joué plusieurs fois comme un jeu de société où tu es un peu meilleur, tu sais pas ce qui va se passer. Absolument. Puis c'est ça que je trouvais intéressant de faire une soirée d'intrigue. Une fois que tu l'as joué, tu connais l'histoire. La soirée d'intrigue, c'est plus dur à rejouer. C'est comme revoir un film, tu sais ce qui va se passer. Oh, exact. Alors que le méga game, il est très, c'est les joueurs qui font le film, très rejouable. Donc c'est ça, puis donc il y a un côté rejouabilité, il y a un côté démesuré, il y a un côté mécanique de jeu de société, et il y a un côté vraiment gros bordel en fait, c'est un chaos. Heureusement je suis pas seul pour le gérer pendant la journée, j'ai une équipe d'à peu près une quinzaine de mètres de jeu. 15 mètres de jeu, faut dire. Quand on dit méga game, il y a 15 mètres de jeu. Là, ils sont attribués à des postes particuliers, puis qui gèrent vraiment des trucs précis. Puis en fait, notre job, je la vois vraiment comme on a un cadre
et on s'assure que le truc tient la route. Puis les joueurs, en fait, font ce qu'ils veulent dans ce cadre-là. Ça peut éclater assez vite. Hein. Ouais, mais on essaie toujours de s'assurer que ça part pas dans le n'importe quoi, que ça reste quand même possible. Puis le jeu aussi se nourrit de ce que les joueurs font. Donc les joueurs, s'ils ont des idées qui sont pas dans les règles, qui viennent nous voir, qui nous proposent, puis on va essayer de trouver des façons de l'intégrer. Parce que l'histoire, c'est vraiment les joueurs qui la font. Nous, on fait juste s'assurer que le truc tient la route. Et donc, c'est ça un méga game. Je sais que c'est très obscur, c'est très difficile à se figurer tant qu'on ne l'a pas essayé. Ouais. C'est pour ça que je vous invite à venir essayer un moment donné. Lorsque j'ai un local, malheureusement, c'est le combat de ma vie pour faire un méga game. C'est de trouver les locaux parce qu'il y a vraiment des spécificités très particulières pour avoir un local. Et nous demandons-nous ça, comme ça, si quelqu'un à l'écoute a un local démesuré. Donc, c'est quoi que ça prend pour faire le méga game? Nous ne sommes pas seuls en termes de local. En fait, ça prend 5 locaux qui sont tous proches les uns des autres, préférablement sur un étage, même pas préférablement, on l'a fait une fois sur 2 étages puis c'était pas le fun. Et les 5 locaux, un taille double classe minimum, 2 tailles classe minimum et 2 tailles salle de réunion minimum. C'est ce qu'il nous faut en termes de locaux et de l'Internet. De l'Internet, ouais. Il faut de la connexion Wi-Fi. Parce qu'on a un outil de gestion avec un... Parce qu'une application, il y a du temps, puis il y a des nouvelles qui passent. Il y a un fil de nouvelles en temps réel et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc l'appel est lancé. En fait, si vous avez ce genre de locaux sous la main, écrivez-nous. Si vous voulez acheter une copie de site, écrivez-nous aussi. Ouais, regarde du même là. Il plug c'est joué avant. Metroid BGG, là, j'essaie de pousser ça un peu. Tu devrais faire une émission dans le fond d'1h30, puis 15 dernières minutes, tu fais comme le bazar. Ah oui, je nomme tous les jeux que je veux échanger. Ça serait bon en fait. Ok, ben bonne suggestion. Voilà. On va faire épisode 2, ça va être ça. Tu sais quoi tes autres questions? C'était censé être en rafale, mais on a pas Non, on y va. Ouais, là, tu vas pas te sauver de ton top 10. Non, exact. On veut le connaître. Ton top 10! Vous me connaissez un peu, les gars. On sait que tu respectes pas les règles, tu es un hipster, un rebelle, on le sait tout ça. Moi, je suis un salaud, donc j'ai pas sélectionné 10 jeux. J'en ai sélectionné 40! 3 épisodes. En fait, j'ai pas fait un top 10, j'ai plutôt fait un top 10 de style de jeu, puis j'ai glissé un ou 2 jeux qui se rapprochent de ça. Ok. Ça vous va? Ben là, il va falloir faire ça, mais en vitesse, là. Ben, y en a, j'ai pas de 1 à 10. en ordre? Non, ben non, y a pas d'ordre, mais j'ai un ordre ici. Ah non, regarde. Rebelle jusqu'au bout. Numéro 10! Ben, je vais aller dans l'ordre de ma liste. Ouais, ok. Les jeux de rôle au sens large. Parce que, tu sais, je sais que le top 10, c'est censé être des jeux de table. Non, il n'y a pas de règle pour ça, par exemple. Hein. Ouais, les platformers de 8 bits. Non, ok. Ben, en fait, le jeu de rôle au sens large, autant sur papier, autant des trucs vraiment plus très sérieux avec une fiche et tout, que des trucs vraiment plus improvisés. Okay. Je suis vraiment un gros fan de jeux de rôle. Autant les jeux vidéo, Baldur's Gate pour ceux qui ont joué, ou Mass Effect. Cette idée justement. Très large, d'histoire, de narratif. Là, c'est ça, les jeux de rôle, j'aime ça. Je fais des games aux 2 semaines sur une base régulière, puis j'essaie de faire un truc. Voilà. Est-ce que ça vous va? C'est assez court. Absolument. Ça nous va, mais c'est triste parce que là, j'aurais 1000 questions à te poser là-dessus. Ouais, justement, on n'a pas beaucoup parlé, puis on sait que l'éventail des jeux de rôle en ce moment, du D&D, oui, il commence à être connu, mais il n'y a vraiment pas juste ça. Là, ça fait longtemps que j'ai joué à Donjons Dragons, ça doit faire au-dessus de 10 ans. Ben, c'est ça, exact. On sait que t'as des groupes fixes, t'as des groupes où tu fais des campagnes qui vont durer sur des années, t'as des groupes où tu vas faire juste des soirées uniques. Ouais. Donc, malheureusement... Deuxième épisode, c'est ça? Deuxième épisode, on n'a pas le choix, en fait. Deuxième type, j'en ai parlé tantôt, mais je vais mentionner, c'est les livres dont vous êtes le héros, parce que c'est un peu la base, c'est ça qui m'a lancé. Il y avait je sais pas si vous avez déjà joué ça, c'est pas tout à fait les livres dont vous êtes le héros, mais c'est les livres aventures, genre La Tour au Sang Péril, ou des trucs comme ça, le truc au sang machin. Là. Absolument. C'était des livres illustrés. J'ai ça quand j'étais jeune, c'était vraiment cool, ça. T'avais pas de fiche de personnage, puis c'était juste comme pour que tu fasses tes choix, puis t'essayes de faire les bons pour compléter. T'as des mini-jeux dans chacune des pages, il y a des trucs vraiment comme... C'était intéressant quand même, oui. Puis, si on veut rapprocher ça des jeux de société, ceux que je trouve qui se rapprochent beaucoup, il y a Sherlock. Un classique à l'émission. Ouais, Tales of the Arabian Nights. Oui, absolument, ça rentre très bien. Pour moi, c'est... Donc ça, c'est un autre truc que j'aime beaucoup. Ouais, c'est des jeux très intéressants. Puis dans le jeu de société en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup, hein, de ces jeux-là. Puis c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, mais c'est des jeux qui sont
pour avoir flirté avec le désir d'en créer, très difficile à créer, hein, parce que ça demande beaucoup de contenu, faut être un écrivain pour écrire ça plus qu'un designer de jeu. On est quelque part entre un livre et un jeu de société. Un livre dont vous êtes le héros. Mais d'ailleurs, Tales of the Arabian Night, ça c'est une nouvelle édition, celle qui est disponible sur le marché. Je sais pas si c'est encore disponible, mais la boîte noire et tout. Avant, il y avait une version dans les années 80. C'était fait par Gallimard, je ne me trompe pas. Puis ça avait un look d'un jeu dont vous êtes le héros. D'un livre dont vous êtes le héros. Puis c'était écrit en haut le jeu dont vous êtes le héros. Au lieu de le livre dont vous êtes le héros dans le haut. Le jeu. Mais c'est écrit sur Château Aventure exactement ça, non? Ouais, mais ça avait vraiment le look d'un livre. Il avait vraiment comme copié le... Ah, c'est cool ça. Mais d'ailleurs, t'as juste une mini parenthèse là-dessus. On en avait déjà parlé dans les moments mobiles, mais il y a des jeux de cellulaire d'Android qui s'appellent Choice of Game. Et c'est vraiment ça, c'est des histoires interactives, mais tu sais, on parle de 400 000 mots et plus, où justement tu vas faire des choix qui sont super intéressants. Je trouve que c'est une façon comme plus, mais pas plus moderne, mais de réactualiser le genre, là, c'est super intéressant, donc checkez ça. J'en profite pour rebondir là-dessus très rapidement pour conseiller Creatures Such As We, qui est un jeu de téléphone narratif, qui est vraiment le fun. Donc dans le fond, tu fais des choix, puis c'est vraiment méta comme truc. Dans le fond, t'es un gars sur une station spatiale sur la Lune, qui est un genre de camp de vacances, puis qui joue à un jeu vidéo. Donc tu prends les décisions du joueur dans son jeu vidéo. Et après ça, l'équipe qui vient comme passer ses vacances, c'est l'équipe de développement du jeu. Puis tu as des discussions sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo, puis comme la liberté du choix d'un joueur. En tout cas, c'est vraiment hot. Ok, donc ben là, c'est Creatures Such As We, mais vous allez l'avoir dans le commentaire de l'épisode là, pour ceux qui n'ont pas compris le nom ou qui sont nerveux. Le prochain que j'ai ciblé, Numéro 3! c'est vrai, faut que vous gagniez vos numéros, excusez-moi. 7! Non, mais là, on le sait que t'as triché. Ouais, non, regarde, moi je casse tout là. Les jeux vidéo de groupe. Je pense à Keep Talking and Nobody Explodes. On est quelque part entre un jeu de société et un jeu vidéo. Parce que, oui, la bombe est sur l'écran, mais le jeu se passe dans l'interaction entre les joueurs et comment les joueurs résolvent les différentes énigmes sur du papier et du crayon, comme tu pourrais le faire dans un jeu de table. Donc on est quelque part entre les deux. D'autres exemples peut-être? Space Team, je pense que vous en avez déjà parlé. Space Team, malheureusement, qui fonctionne moins bien depuis la mise à jour. S'il vous plaît, revenez en arrière. Space Team. C'est une compagnie montréalaise en plus. Et est-ce que, mettons, tu connais les Jackbox Party? Est-ce que tu rentrerais ça là-dedans? On pourrait le rentrer dedans, effectivement. Jackbox, c'est un bon exemple. Je pense aussi à Eon Altar, qui est un jeu où jeu d'aventure médiévale fantastique. Tout le monde joue sur l'ordinateur, mais ton contrôle et ta fiche de personnage est dans ton téléphone. Puis tu as des choix que tu fais que seul toi vois sur ton téléphone. Ouais, ça c'est vraiment cool. Des fois t'as des trucs secrets qui vont te dire comme ben check là, lui il est en train de te mentir ou tu sais quelque chose de même, puis là t'es comme ça dit dites-le pas à personne. Puis là, tu fais des deals avec des NPC, mais comme tu le dis pas au monde qu'est-ce que t'as fait. C'est très intéressant, malheureusement je trouve qu'ils ont pas poussé le truc jusqu'au bout. J'attends de voir d'autres jeux qui utilisent ce système-là. Ouais. Malheureusement Ion Altar s'est arrêté à, je pense qu'il n'y a pas assez de financement, je sais pas quoi. Mais... Ah mais Ion Altar ça feel vraiment tu sais jeu d'aventure fantastique classique, mais on pourrait amener ça à un truc justement un peu plus peut-être politique ou d'espionnage ou qui serait vraiment intéressant. On parle beaucoup d'hybridation du jeu de société, de l'univers mobile, de l'univers... Moi ça m'intéresse beaucoup. Ben je pense que c'est une voie d'avenir, on se dirige vers ça. Donc oui, je suis pas mal sûr qu'on va voir plein de nouvelles initiatives, plein de nouveaux jeux dans ce genre-là qui vont reprendre cette idée-là puis vont pousser le domaine parce qu'il y a énormément d'innovations possibles et ça commence à être de plus en plus accessible, plus facile de créer des applications comme ça, de plus en plus de monde le font, donc vraiment cool de voir ça absolument aussi. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est un genre que moi aussi j'adore. Mon autre, je sais pas si vous voulez dire numéro. Numéro 6! Je sais plus où on est rendu. J'ai mis les jeux méta. Je pense. Genre de game, j'ai perdu. Ouais, mais je pensais plus au Nomic. Je sais pas si vous connaissez. Nomic? Nomic, en fait, c'est développé par un universitaire. C'est un universitaire, en fait, qui a pris un jeu. Puis il s'est dit, tu sais, si j'enlève les dés, si j'enlève les pions, si j'enlève le board, si j'enlève les visuels, si j'enlève... Qu'est-ce qui me reste? Il me reste des règles. En fait, un jeu de société, c'est quoi? C'est un paquet de règles auxquelles les joueurs se soumettent. Pourquoi est-ce que le jeu, ce serait pas de changer les règles? OK. Et donc, le Nomic, c'est un jeu où les joueurs s'amusent à transformer le jeu au fur et à mesure en créant des nouvelles règles. Au début, on sait pas qui va gagner ni comment. On pourrait définir, si on joue une game là, pour gagner, ça me prend 1000 points. Puis là, tu pourrais dire, OK, ben, à chaque fois que quelqu'un réussit à faire passer
casser une de ses règles, il gagne 1 point. Y a un système de vote pour ça ou... C'est au joueur de définir. Ok. Tu modifies les règles. Tu peux prendre une base. Souvent, le mec, tu prends une base et tu la transformes. Mais tu pourrais partir le blank. Là. Ouais. C'est vraiment comme 1001 blank Ben, card. c'est ça, là. ouais, c'est ça. Je l'ai listé aussi dans ce type-là. Ouais, c'est ça, ok. le jeu des 1001 cartes blanches. Ouais. C'est un peu le même esprit. Je vous dirais, tu sais, on est au Québec ici, ce jeu-là a été renommé au Québec, ça s'appelle Carte Blanche Héritage. Ah, ok. Donc en vente sur le magasin de balado ludique, Vous vendez des cartes blanches. Carte Blanche Héritage. Puis je glisse aussi We Didn't Playtest. Ouais, We this Didn't Game Play Out, Tetris alors. qui est une version plus simple. Où dans le fond, le jeu, il n'y a pas de jeu, mais Il se crée au fil des cartes que tu vas jouer, des règles. c'est que tu vas n'importe ajouter. quoi. Puis je trouve ça très très drôle et très fun en fait de jouer sur le jeu. Puis j'aime beaucoup la réflexion derrière qu'en fait un jeu c'est juste un paquet de règles, puis que c'est exactement comme notre vie en société où on suit un paquet de règles puis on s'y soumet tous. En tout cas, Non, bien, pourrait développer là-dessus plus en détail, mais vous pourrez suivre cette discussion-là dans la prochaine vidéo de Ferme ta boîte. ouais, probablement que c'est un sujet que je vais traiter effectivement. J'ai mis ensuite jeu immersif, mais je pense qu'on a beaucoup parlé. Là. Je pense que les soirées d'intrigue, méga game, même si au final j'ai jamais joué. Incroyable. Ce gars-là, c'est un voyeur. Ce gars-là, c'est un voyeur. Je pense aussi aux jeux d'évasion. Ouais, Oui, ben, J'aime beaucoup le concept des jeux d'évasion, même s'ils sont pas tous fun, même s'ils sont pas tous bien construits, j'aime le concept de jeu d'évasion. Autant jeu d'évasion que t'es dans une salle qu'un jeu d'évasion sur ordinateur, parce que en fait Crimson Room, s'il y en a qui veulent jouer, c'est un peu considéré comme le premier des jeux d'évasion sur ordinateur. Vraiment, t'es enfermé dans une salle, puis il faut que tu sortes. là. C'est un petit jeu flash. Voilà. Puis en jeu de société. En jeu de société, ouais, Unlock, j'aime bien. Ouais. J'ai du fun avec Unlock et j'ai joué. il est poli, il est poli. Ben, c'est qu'ils sont variables les scénarios. Il y a des scénarios que j'ai eu beaucoup de fun, d'autres que j'ai fait comme. Bof. Et, voilà. Sinon, j'ai mis les. Numéro 4! Je sais pas où on est rendu. Les jeux casse-tête. Les Je jeux pense- casse-tête. Ouais, je pense là-dedans à Ricochet Robot, Ouais. qui est un casse-tête de groupe. Ben là, T'es-tu un champion les de jeux Ricochet de Robot? logique. Les jeux de logique. Ouais. Je veux pas me prendre ce titre-là, même si je me débrouille assez bien. Là, je veux pas. Oh. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui s'autoproclament champions. Puis je suis pas dans les. Ouais, tous les gens qui pensent à Balado ce programme champion. Ouais, mais donc, moi, je me proclame- tournoi Ouais, mais moi, je me imminent. proclame pas champion. Je pense être un bon joueur, mais je me proclame pas champion. Là, Je il suis nous pas fait dans des clins d'œil, puis genre, moi je suis top. Est-ce qu'il y a son badge, son chandail, Ricochet Robot, dans le mais dans les jeux de casse-tête, je pense aussi aux énigmes en général. Jeu d'énigmes. Les ok. jeux d'énigmes, je pense aussi aux trucs tout cons, tu sais, les jeux d'anneaux, là, tu sais, t'as des J'allais dire anneaux. les casse-têtes en bois, là, Ouais, tu sais, c'est ces ça. trucs-là. C'est les anneaux qui sont imbriqués les uns les autres, de les défaire, puis j'aime ça, ce genre de truc-là. Là. Ça me fait triper, je sais pas pourquoi. Là. Voilà. De ton côté, Indiana Jones qui Ouais, vient c'est ça. de reprendre ça. Indiana Jones urbain, t'as Indiana cherché Jones ça. urbain, ben, moi j'ai trouvé ça sur ton site, ta présentation, t'étais présenté comme tel. Ouais, c'est correct. J'invente rien, moi. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit au début. Là. Je réécouterai pour être sûr que je suis vraiment d'accord avec toi. Mais... sinon, j'ai mis les jeux de société Legacy. Oui, ok. C'est assez nouveau, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai fait Pandemic saison 1, je suis dans la Pandemic saison 2. J'ai pas encore joué aux autres, mais pour le moment, je trouve ça très intéressant ce jeu qui garde de la mémoire. Ma déception par contre entre les deux Pandemic, ils ont pas fait le pont entre les deux jeux. Puis c'était une super belle occasion de faire Non, comme c'est- t'as un jeu de société et tu fais une progression vers un autre jeu. Ton héritage d'un jeu vers l'héritage du suivant, ça aurait été. Pour moi, ça m'aurait tué. Là. Mais j'avoue que ça aurait en plus sûrement pas été. À la limite, t'es pas obligé de faire que tu sais c'est la suite puis tout ça, mais tu sais juste quelques éléments que tu reprends, des personnages peut-être, des C'est choses ça. comme ça. Tout à Ça fait. aurait été super intéressant. Que si effectivement. t'as pas joué au 1, tu fais un setting de base. Comme dans un jeu vidéo où t'as pas joué au 1, c'est pas grave, voici ton setting. Tu vois ton background de Mass Effect ici qui parle. là. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi, surtout que ça s'appelle saison 2. Oui. Tu sais, c'est comme. Il manque peut-être juste ce petit quelque chose là. Les jeux en temps réel, Space Alert, c'est un gros kick pour moi. 5 Minute Dungeon, j'aime beaucoup. À l'époque, je jouais à Atmosphere. Oh, Atmosphere. En plus, là, on est dans plein de mix différents, là, Atmosphere. Là, Mais c'est des jeux en temps réel. C'est des jeux où t'as un truc qui avance, puis que tu joues ou pas, le truc avance. Je trouve ça intéressant parce qu'habituellement, un jeu de société, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut que les joueurs s'investissent dedans pour que ça se passe. Un film, tu pars le film, tu peux ne pas être là, le film va continuer à exister sans La toi. partie va se jouer sans toi, tu sais. Ben c'est ça, le jeu, habituellement, il se joue pas tant que tu l'actives pas, tant que tu piges pas de cartes, tant que t'interagis pas avec les autres joueurs. Le jeu n'a pas d'existence
aussi tant que les joueurs ne sont pas là pour le faire vivre, mais un jeu en temps réel, oui. Dès qu'il est commencé... Ouais, il est commencé, puis si tu fais rien, ben le jeu il continue sans toi. Ouais, c'est un Je trouve ça concept intéressant comme- ça quand même par rapport au jeu en temps réel. C'est la première fois que j'entends dire cet aspect-là, mais c'est vrai, tu sais, ça fait du sens. Sinon, Un grand philosophe, ce gourou. les jeux à combo, je sais pas pourquoi ça me fait triper, là, genre Dominion, Innovation. Oh, ouais, les jeux de combo Terraforming Mars. à Ouais, certains exactement, points. Terraforming Mars. Le petit trip de faire comme combiner les affaires puis que ça déboule, pis t'es comme genre. Ouais, moi j'avais ça les jeux d'abus, là, Ouais, tu sais, c'est ça. t'es devenu full imbu de toi-même, t'es comme, je vais faire des combos. Exactement. Numéro 1! Ouais, effectivement, t'as bien suivi. Je suis alerte, moi. De toute façon, en post-prod, tu couperas ça, tu mettras genre numéro 1, numéro 2. Ouais, on va tout réorganiser l'ordre de tes trucs, là. puis vas me on faire va dire des changer choses ta que j'ai voix, pas dit. là. Les jeux à thème fort. Oh. C'est pas mon numéro 1, là. C'est juste, j'ai dit, je fais juste suivre ma liste. Je pense à Betrayal at House on the Hill. Arkham, j'en ai parlé aussi. Un jeu peut-être un peu moins connu, mais L'invasion des profanateurs de Sépulture. Hein. Ouais. C'est un jeu où tu fais un film de série B. OK. L'invasion des profanateurs de Sépulture. Ouais, bonne chance pour le trouver. Là, si jamais ça vous tente d'essayer, je l'ai chez nous. Là. C'est des petites cartes. Le jeu est vraiment comme mal construit, mais c'est vraiment le fun. Tu fais un film, puis t'as tous les tropes d'un film film de série B. Ah, C'est ça. wow, c'est cool Voilà. ça. Donc c'est ça, c'est des jeux à thème fort comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment rigolo parce que le jeu en soi, la mécanique est pas importante. C'est juste de tout ce qui en ressort. Je sais pas si j'étais assez bon là. Si T'as été parfait en fait, Sylvain. Je dois dire, t'as été à la hauteur de ta réputation sur tous les points. Jeff, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais, t'avais pas 1000 questions là, qu'il fallait qu'on passe. Ben oui, on a d'autres questions, mais... Si tu veux, moi je suis dispo. Hein, Écoute, on va te poser une petite dernière question avant toute chose, j'espère OK? que c'est ta question vraiment comme tough, puis C'est à toi de nous le dire, en fait. Plan B, oui, achète Flat Prod. oui, Ouais. ok. Principalement Trick Track, en fait. Ok. En tant que grand analyste de l'industrie, que penses-tu de cet achat? Ah oui. Ça m'a fait me poser des questions. Là, on sort vraiment de l'idée de jeu de société, puis tout ça, on rentre vraiment dans l'idée genre industrie de jeu, Ouais, ce qui est absolument. complètement une autre dynamique, complètement un autre univers en fait, entre jouer des jeux puis une communauté de joueurs, puis une industrie derrière qui produit des jeux. Les objectifs, les impératifs, tout ça sont vraiment beaucoup plus financiers, mercantiles, capitalistes, tout ça, puis c'est de même. L'idée qu'un média, et le plus gros média francophone, soit racheté par un éditeur de jeux, moi, me soulève des questionnements quant à la neutralité du dit média. Je sais que déjà, le Trick Track était à 49% détenu par Asmodée. 49%, tu dis, c'est pas la majorité, donc ils ont toujours leur indépendance. Puis en même temps, pour Asmodée, c'est un bon plan parce que si un média fort qui parle de jeu, c'est bon pour l'industrie en soi. S'il y a des canaux de communication pour parler de jeu, c'est bon parce que pour l'industrie, les autres, ils veulent vendre des jeux. Pour vendre des jeux, il faut qu'il y ait des gens qui sachent que les jeux existent. Puis pour que ça se fasse, il y a notamment des médias. Puis c'était correct en soi, mais que entièrement détenu, j'ai un peu de difficulté avec le concept. C'est ça, c'est 51% plan B, 49% Asmodée. Ça dépend des sources, je sais pas exactement. Il semblerait que ce serait peut-être même 100% plan B. Ah, ok. C'est Ok. deux sources différentes qui ne permettent pas de savoir exactement ce qu'il en est et je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais il reste pas moins qu'un éditeur qui détient un média. Tu sais, on peut se dire, ok, c'est un éditeur québécois, c'est cool, tu sais, genre une compagnie québécoise qui réussit à grossir tellement qui réussit à acheter le plus gros média jeu francophone. Il y a comme un côté genre, c'est le fun, mais cette question-là est problématique, peu importe, tu sais, on parle de Québécois puis de son intégration avec tous les médias, on est un peu dans le même genre de problème. C'est le même genre de questionnement en fait. Tu sais, genre, l'affaire avec ça, c'est qu'on ne peut juste que faire confiance qu'ils vont savoir rester neutres et que la branche éditoriale saura, malgré qu'elle est détenue par une entreprise qui produit des jeux, qu'elle saura garder une ligne éditoriale neutre, équitable. Ça reste à voir dans le futur, malheureusement, on ne sait pas ce que ça va donner, mais de base, ça vient tout de suite me chatouiller un peu
quelques questionnements par rapport à l'indépendance médiatique, qui pour moi est quand même assez importante, peu importe le domaine, que ce soit du jeu ou n'importe quel autre domaine dont on parle. Ouais, clairement, moi aussi, je pense que c'est les mêmes questionnements que tout le monde se pose. On a hâte de voir la suite des choses. C'est quand même un dossier que ça va prendre peut-être du temps, encore quelques mois avant qu'on voit peut-être que Les changements puis comment ça va avancer. C'est quand même un dossier qu'on va regarder à l'œil puis qu'on va essayer d'analyser là, puis voir comment ça se déroule à ce niveau-là. Ça va peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas juste ça dans ce truc-là, il y a aussi Monsieur Fall qui quitte dans 2 ans. Dans 2 ans, qu'il restait 2 ans et qu'après il quittait. Ça va avoir des impacts énormes pour moi sur Trick Track parce que Trick Track, c'est Monsieur Fall. C'est Monsieur Fall à 100%. Et il y a énormément de gens qui suivent parce qu'ils aiment la personnalité de Fall, ce qui est tout à fait correct. Tu sais, des fois, tu suis un média parce que tu aimes une personnalité particulière dans ce média-là. Son départ va-t-il aussi modifier complètement la façon que les gens vont aller s'informer? Peut-être qu'ils auront moins sur Trick Track parce que Fall est plus là, puis il y aura peut-être la naissance de d'autres médias-jeux qui vont prendre de l'ampleur parce que M. Fall est plus là, parce que la question d'indépendance. Donc, peut-être qu'en guillemets, ça peut amener une pluralité de médias dans le monde du jeu. Il y en a quelques-uns, mais peut-être que ça va comme rééquilibrer les trucs, puis il va y avoir plus de médias différents, puis c'est pas mauvais en soi. Donc, c'est très dur de savoir ce qui va arriver dans les années à venir. On pourra juste observer finalement tout ça. Exact. Pour ceux qui n'ont pas suivi la nouvelle, en fait, Flat Prod, donc Trick Track, plus gros média français sur le jeu de société et un des plus gros médias du jeu de société dans le monde en soi, a été acheté par la compagnie Plan B. Vous pouvez en trouver encore l'article de Monsieur Fall justement sur internet qui s'intitule Flat Prod est mort, vive Flat Prod, qui décrit un peu son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à vendre Flat Prod. Mais bon, c'est ça, c'est un sujet quand même. On trouvait c'est autant intéressant pour dire en disant hey, Plan B, ils sont rendus gros à faire ça, c'est vraiment cool. Mais en effet, la dynamique éditeur-média est toujours un petit peu touchée. Donc, l'intégration à tous les degrés, c'est toujours sujet à questionnement. Magnifique. Sylvain, on va finir ça avec, dans le fond, qu'est-ce que tu nous prépares là, dans ta mijoteuse? Là? Qu'est-ce qui s'en vient? Un méga game, un autre secret, quelque chose de cool? Je viens de sortir du Festival Montréal Joue qui m'a énormément pris de temps. Là, maintenant, je suis plus libre. En temps normal, je travaille sur le guide Jeux et Jouets, c'est comme mon enchaînement, absolument c'est ça. Le guide Jouets va changer, il va y avoir des transformations, tout ça. Donc, je vais avoir probablement plus de temps libre. Et donc, Mega Game, oui. J'y travaille, je cherche un local, on en a déjà parlé. Quand j'ai un local, oui, un méga game. Sinon, je pense que je vais peut-être essayer de prendre plus de temps pour faire mes vidéos Ferme ta boîte. J'en ai fait juste un pour le moment, un pilote, mais j'aimerais bien travailler un peu plus concrètement là-dessus. C'est des vidéos sur les jeux de société, mais pas genre on ouvre une boîte puis on montre ce qu'il y a dedans, pas un je critique un jeu, pas un je parle d'actualité musique, c'est plutôt parler de jeux comme d'un phénomène culturel comme un autre. Des vraies vidéos de ludologues, là. Ouais, c'est ça. Là, un truc de nerds de jeu. Tu sais, le genre d'affaire qu'il va y avoir 5 personnes qui vont regarder. Là. Mais ils vont capoter. Ouais, c'est ça. J'en ai fait un, puis genre, il y a au moins une personne qui l'a regardé. Il s'appelle Simon Jutra, puis il m'envoyait des messages tous les jours parce qu'il capotait sa vie. Là. Je l'ai regardé plusieurs fois. En plus, moi, j'étais fasciné par ça. Ça, c'est super intéressant parce que ça analyse comme presque la philosophie derrière le jeu, mais à un certain point, c'est vraiment intéressant. Décortiquer le jeu, puis montrer que le jeu est un produit culturel comme un autre qui peut être analysé, décomposé. Comme on peut analyser un film, comme on peut analyser toutes ces choses-là. Si les gens veulent te suivre, là, parce que là, faut qu'ils aillent sur YouTube pour liker Ferme ta boîte, faut qu'ils aillent sur Facebook pour suivre Mega Game Montréal. Y a-t-il un moyen comme... Le ludologue.com, ça existe-tu? Ça? Comme tu disais, je suis quelqu'un de l'ombre, d'une certaine façon, dans ce sens où j'ai pas de plateforme particulière où on peut me trouver. La nuit, en fait, dans les ruelles sombres de Hochelaga, vous allez le trouver. En fait, suivez-moi pas. Moi, en soi, je pense pas que je suis très intéressant, mais suivez plus les actions que je fais, les activités que je fais. Donc, suivez la page de Mega Game Montréal, suivez la récréation, suivez Ferme ta boîte. C'est plus
les trucs que je fais, je m'occupe aussi du calendrier geek pour ceux que ça intéresse. Synthwave Montréal, t'en as parlé, mais ça n'a aucun rapport avec le jeu. En fait, je fais des trucs, puis suivez les trucs que je fais, mais me suivez moi, je vois pas trop d'intérêt de faire une page pro sur Facebook, genre Sylvain Trottier, le dologue. Je sais pas trop ce que je mettrais là-dessus, genre. Ok, ben d'abord, au lieu de mettre la page de Sylvain dans la description de la vidéo, on va mettre les 40 pages qu'il gère. Fait que là, il va peut-être voir l'intérêt d'avoir juste une page dans laquelle il peut tout ramener ça à la même place. Donc il y en aura pour tous les goûts, hein, que vous aimez la musique synthwave ou les séances de Shibari sur Mont-Royal. Vous allez trouver ça. D'ici là, ben JF, hey, toi on te suit comment? On me suit sur Balado Ludique. Oui, Balado Ludique sur Facebook. Alors pour ceux qui voudraient être abonnés directement, je le dis à chaque fois, ça commence à être redondant, mais Stitchers, l'application Stitchers, downloadez ça sur votre téléphone, tapez Balado Ludique, vous allez nous trouver. Sinon, ben Sylvain, encore une fois, merci beaucoup de t'être déplacé, d'être prêté au jeu avec nous, c'était super apprécié. Ça fait plaisir, c'était bien le fun. Hein? Et JF, ben, pour ta grande collaboration à l'épisode, merci beaucoup. Merci à toi, Simon. Donc à tous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Nous remercions la récréation de nous avoir accueillis pour cet épisode spécial de Balado Ludique. Nous remercions jeu.ca pour diffuser les épisodes de Balado Ludique. Et la musique est une gracieuseté de bensound.com. Tu l'enregistres à chaque fois, ça?